Monsieur le doyen, monsieur le vice-doyen, monsieur le chef de filière procédé ingénierie chimique, nos chers invités, honorable assistance, bonjour. On vous souhaite tous la bienvenue parmi nous. C'est avec un grand plaisir que nous inaugurons aujourd'hui cette demi-journée sous thème « Histoire et philosophie de la science » afin de la penser d'une autre façon, dans ce lieu de culture et de partage et de savoir qui est la faculté des sciences et techniques de Stade. Cette demi-journée qui figure parmi les premiers actes organisés par notre association AIPIC dans le cadre de ses activités est une rencontre inédite d'échanges, de réflexion et d'élaboration afin d'avoir une vision sur la science d'un angle différent. Comme l'a dit Selma, le thème de la journée s'intitule « Histoire et philosophie de la science ». Toutefois, cette journée va connaître 3 présentations si intéressantes qu'elles seront. La première étant celle de M. Chtedi, qui va nous détailler sa conception vue contemporaine sur le fait de penser autrement à la science. Suivi de M. Groom, qui va nous présenter son travail sur l'art et la science. Puis, M. Debounou, qui va nous détailler son analyse sur ce qui est l'ambiguïté sur la science. Cependant, débats et entre-échanges sont assurés pendant cette journée. Toutefois, permettez-moi, chère audience, de céder la parole en premier lieu à M. le vice-doyen, qui va nous honorer par un mot d'ouverture. Monsieur le vice. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Messieurs les conférenciers, chers collègues professeurs, nos chers lauréats de la FST de la filière PIC, chers doctorants, chers élèves ingénieurs. Le doyen de la FSTS et le corps administratif et professoral sont heureux d'accueillir messieurs les professeurs Abdelkhaliq Cheddadi de l'école Mohammedia, Hamadi Gerroum de l'université Hassan Ier et Jawad Dabounou de la FSTS, qui ont aimablement accepté d'enrichir le débat de cette demi-journée organisée par l'association des élèves ingénieurs lauréats du cycle ingénieurs procédés ingénierie chimique sous le thème Histoire et philosophie de la science. Penser la science d'une autre façon. La science en un mot. La science est un mot qui évoque une curiosité infinie pour la compréhension de notre monde, qui désigne un besoin fondamental de comprendre notre univers et qui nous a équipés d'une méthode d'amélioration de notre société dans le but d'augmenter notre niveau de vie. Le scientifique doit être conscient de l'importance de ce que réalise la science aujourd'hui et de ce qu'elle peut réaliser dans l'avenir. L'étude de la science, l'étude de l'histoire des révolutions scientifiques nous permet d'avoir une idée sur le chemin qu'a parcouru la science et son impact sur divers domaines socio-culturels et économiques. Cet impact, qu'il soit positif en contribuant à la modernité et à l'amélioration de la qualité de vie de l'homme, il s'est avéré parfois négatif sur le besoin, sur le bien-être de l'être humain et celui de son environnement. Si cette science n'est pas exploitée de manière convenable, respectons les principes et les idéaux. D'où la grande question philosophique qu'on peut tous se poser. Quelle science pour demain? Question que je laisse à débattre par nos chers invités, que je remercie encore une fois d'être venus pour animer cette manifestation. Je remercie également le comité d'organisation de cette demi-journée et principalement l'association des élèves ingénieurs, lauréats du cycle ingénieur procédé et ingénierie chimique. Et grand succès pour vos travaux. Merci. Assalamu alaikum. Au nom des invités et de l'audience, nous remercions Monsieur le vice-doyen pour ce mot d'ouverture. Toutefois, l'histoire de la science est l'étude de l'évolution de la connaissance scientifique. La science étant un corpus de connaissances, mais aussi une manière d'aborder et de comprendre le monde. Cette science a connu une évolution
élémentaires durant des millénaires. Il faut noter que l'histoire de la science n'est pas la chronique d'une série de découvertes scientifiques, mais aussi c'est l'histoire de l'évolution d'une pensée et d'institutions qui offrent à cette pensée les moyens de se déployer et la tradition qui vient l'enrichir. Dans ce cadre, nous accueillons le professeur M. Abdelkhaliq Cheddadi, le professeur M. Hamadi Groum et le professeur Jawad Dabounou qui seront nos intervenants pour cette demi-journée. Monsieur Cheddadi, ou professeur Abdelkhaliq Cheddadi, étant ingénieur de l'École centrale de Paris et doctorat ES Sciences appliquées, est un professeur à l'École Mohammediya d'ingénieurs où il est responsable de l'équipe de recherche sur les systèmes thermiques et écoulements réels. Toutefois, c'est un professeur et conférencier dans le domaine de tout ce qui est en rapport avec le transfert thermique et les systèmes, les entités thermiques. Toutefois, il a publié plusieurs articles dans le domaine scientifique se rapportant aux instabilités hydrothermodynamiques et dans le domaine énergétique. M. Cheddadi est également un membre du comité scientifique de la revue de mécanique appliquée et théorique. Il est membre du comité scientifique de plusieurs éditions du congrès de mécanique et de la rencontre nationale des jeunes chercheurs en physique. Il est aussi membre du comité scientifique de l'ICOP, Islamic Crescent Observation Project, et il est aussi secrétaire général de l'association marocaine d'astronomie. Il assure en langue arabe le cours d'histoire des sciences à l'EMI. Nous avons l'honneur d'accueillir parmi nous M. Abdelkhaliq Cheddadi pour qu'il puisse nous montrer comment penser autrement la science. À vous la parole, monsieur. Veuillez nous rejoindre. Oui, veuillez nous rejoindre. Je voudrais tout d'abord remercier la faculté des sciences et techniques d'Espagne de m'avoir invité. Je remercie les étudiants, les lauréats de la filière CTI. Et je vous félicite, je voudrais féliciter les étudiants et les lauréats pour le choix de la thématique de cette journée. Comme une introduction à l'histoire et à la philosophie de la science, parce que nous sommes dans une faculté des sciences. Tout le monde ici fait de la science, s'intéresse à la technique, mais on s'intéresse rarement à ce qu'il y a derrière nos spécialités particulières et précises. Qu'est-ce qu'il y a derrière les équations que nous manipulons chaque jour, derrière les lois, les théories, les modèles que nous utilisons chaque jour? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Et qu'est-ce qu'on peut tirer comme renseignement en s'intéressant à des choses, non pas autre chose je dirais, mais des choses autour de nos spécialités, autour de nos occupations quotidiennes, dans nos laboratoires, dans nos amphithéâtres et dans nos salles de TD. Ce qu'il y a derrière tout ça, il faut l'appréhender à travers l'histoire et la philosophie de la science, comme c'est bien indiqué dans le titre de la thématique de cette demi-journée. Et je voudrais vous sensibiliser à l'importance de l'histoire de la science à travers trois personnages scientifiques. Donc j'ai choisi de faire ma présentation de cette manière-là. À travers ces trois personnages scientifiques, nous allons tirer ensemble des conclusions beaucoup plus générales que l'étude de ces cas particuliers. J'ai noté aussi que dans l'introduction que vos camarades ont faite, il a bien été spécifié que la science est passée par une évolution. Comme toute activité humaine, d'ailleurs, il y a une évolution dans toutes les activités, toutes les grandes théories, les pensées, tout travail humain, on pourrait dire, et donc subit une évolution. Ce qui n'est pas du tout évident si on s'en tient à ce que l'on nous enseigne dans nos lycées, dans nos facultés. Quand on étudie les lois de la physique, par exemple, c'est la loi de la gravitation universelle. Elle tombe une fois pour toutes. Donc devant nous, elle est là, elle est intangible et inattaquable. Alors que si on, comme je le verrai tout à l'heure, si on examine un peu comment on en est arrivé là, eh bien on va voir qu'il y a eu une certaine évolution. De même, on pourrait dire que l'histoire des sciences
science, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une liste d'inventeurs et d'inventions? Non, c'est tout à fait autre chose, comme on va le voir à travers les personnages scientifiques que j'ai choisis. L'histoire des sciences, même s'il y a le mot histoire, ça n'est pas une somme d'histoire avec S. ليست روايات وقصص عن المخترعين والمخترعات ولوائح الاختراعات. Non. Comme on va le voir, c'est tout à fait autre chose. On pourrait aussi reprocher à l'histoire des sciences de nous rappeler, à travers cette évolution, certaines théories qui sont maintenant dépassées. La théorie des 4 éléments, par exemple, qui date de l'Antiquité, de l'époque grecque ou peut-être même avant, elle est aujourd'hui obsolète. Mais comme on va le voir aussi à travers l'un des personnages que je vais présenter, ça n'est pas tout à fait vrai tout ça. Donc comme je l'ai dit, j'ai choisi 3 personnages scientifiques d'époques différentes et dans des environnements historiques différents. On va voir leur réalisation scientifique et qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de l'étude des vies, des biographies, des travaux de ces personnages. Le premier est un scientifique andalou, très peu connu par l'ensemble, je veux dire, de manière générale, mais qu'on retrouve dans tous les bons livres ou les bonnes références d'histoire des sciences aujourd'hui. Il figure en bonne place. Ibn Mu'adh al-Jayyani. C'est un scientifique andalou du XIe siècle, auquel on doit un ouvrage très important sur la trigonométrie sphérique, Majhoulat Trissi al-Qura, qui a fait date, qui est très important dans l'histoire de la trigonométrie sphérique, qui était très utile en astronomie à l'époque, et qu'il est toujours, puisque en astronomie sphérique, on utilise encore les théorèmes qui figurent dans le Majhoulat Trissi al-Qura et qui sont toujours utilisés. Il a écrit également un petit livre très important qui s'appelle Risala fi Shafaq. C'est une étude sur les crépuscules. Le crépuscule étant cette rougeur qui reste à l'horizon ouest après le coucher du soleil. Ibn Mu'adh al-Jayyani, qui est qadi et faqih, s'intéresse à cette question parce que la durée de ce crépuscule détermine l'horaire de la prière de l'Isha. Et donc il s'intéresse à comment calculer le temps, donc l'horaire de la prière de l'Isha. Pour les autres prières, il n'y avait pas de problème puisque le Dhuhr est conditionné par le Zawal, midi. L'Asr est conditionné par une question d'ombre, qu'il est facile de calculer, même à l'époque. Maghrib, c'est le coucher du soleil qu'on peut aussi déterminer. Il restait donc les Isha et le Fajr, qui sont déterminés par des questions qui sont liées au crépuscule, et dont la détermination précise fait encore l'objet de recherches aujourd'hui même. Donc c'est une question très très délicate. Comment déterminer la durée des crépuscules pour bien déterminer l'horaire de la prière. Donc il s'intéresse à cette question, il fait donc usage de toutes les connaissances qu'il a pu amasser durant sa formation, donc en mathématiques, en optique, en astronomie, et bien sûr en fiqh, puisque tout ça c'est lié à des textes qui régissent ces horaires. Et ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tellement cela, bien que ce soit bien sûr très important, c'est que dans ce petit livre, il essaie de déterminer pour la première fois dans l'histoire de la science la hauteur de l'atmosphère terrestre. Donc il fait une hypothèse selon laquelle les derniers rayons du Soleil qui arrivent à la fin du crépuscule de manière indirecte, qui arrivent à nous de manière indirecte, se réfléchissent sur les couches les plus hautes de l'atmosphère. Et donc il a un modèle et il en déduit une certaine hauteur de l'atmosphère terrestre. Cette hauteur de l'atmosphère terrestre va être passée à l'Europe au moment
latine. Et on la retrouve par exemple jusqu'au XVIIe siècle, en 1633. L'hydrodynamicien italien que vous devez certainement connaître, Torricelli, l'utilise dans un de ses livres. C'est que donc cette hauteur ou cette détermination a été assez intéressante pour les scientifiques de l'époque. Donc plusieurs siècles après la publication de ce livre, puisque le livre a été traduit en latin et publié en 1542, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. En 1542, ce livre est traduit et en latin, il est même imprimé. Ça veut dire qu'il était important pour l'époque. Or, on sait aujourd'hui que la détermination de la hauteur de l'atmosphère terrestre telle qu'elle a été réalisée par Ibn Mu'adh al-Jayani n'est pas correcte. Ce n'est pas la bonne hauteur donc, cette hauteur n'est pas tellement correcte du point de vue scientifique. Malgré cela, donc, Ibn Mu'adh al-Jayani est considéré, comme je l'ai dit, par l'un des grands scientifiques dans l'histoire de l'humanité. On doit donc tirer un premier enseignement très important de l'histoire des sciences. C'est que ça n'est pas tellement la réalisation qui est importante. Ibn Mu'adh al-Jayani, après tout, n'a pas réalisé de choses qu'on utilise aujourd'hui. Même cette histoire de détermination, finalement, il s'était trompé. Il a émis des hypothèses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Malgré cela, il est encore cité aujourd'hui comme l'un des grands scientifiques, non pas de son époque, mais de toutes les époques. C'est que la réalisation en elle-même n'est pas importante. Ce n'est pas la réalisation qui est importante. C'est ce que les historiens des sciences appellent l'audace scientifique. Ibn Mu'adh al-Jayani a été assez audacieux pour essayer de commencer à faire de la recherche, à s'intéresser à un domaine nouveau. Et c'est comme ça que la science peut avancer, et c'est comme ça que la recherche scientifique est féconde. C'est qu'on s'intéresse à des domaines nouveaux. Également, Ibn Mu'adh al-Jayani est très important parce qu'il a essayé de faire usage d'un grand nombre de connaissances de son époque. Il ne s'est pas arrêté à un ou deux domaines, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mathématiques, astronomie, optique, etc. L'étude de la biographie de Ibn Mu'adh al-Jayani, également, elle nous amène à faire des réflexions sur le statut des sciences traditionnelles ou des sciences rationnelles. Donc, entre sciences traditionnelles et sciences rationnelles, dans l'histoire de la science arabo-musulmane, Ibn Mu'adh al-Jayani, il a une place très importante parce que c'est l'un des premiers fuqaha à s'être intéressé à l'astronomie. Jusqu'à son époque, ou une époque légèrement antérieure, l'astronomie était regardée par les fuqaha de manière plutôt négative. L'astronomie était très liée à l'astrologie. L'astrologie étant interdite par la charia, il n'était pas pour un bon musulman, disons, il ne fallait pas qu'il s'intéresse trop à tout cela. Mais à partir du XIe siècle, les grands fuqaha de l'Andalus, tels que Ibn al-Jayani, Saïd Tolaitoli, commencent à s'intéresser à l'astronomie parce qu'ils se sont aperçus que l'astronomie peut servir aussi la charia, à travers le calcul des horaires de prière, par exemple, à travers d'autres sujets tels que l'orientation des mihrabs, des mosquées, par exemple, tels que la détermination du début des mois lunaires, également. Ce sont des sujets qu'on peut traiter par l'astronomie, avoir des réponses très précises par l'astronomie et qui sont liées à la charia. Donc, on assiste pendant ce XIe siècle à l'éclosion et à la prise d'importance de ce qu'on appelle l'ilm miqat, qui est une partie de l'astronomie qui s'intéresse au sujet que j'ai cité. Donc, gardons de l'étude de la biographie et du travail et des travaux d'Ibn Mu'adh al-Jayani que, premièrement, ce n'est pas tellement l'invention qui est importante. D'ailleurs, si l'invention était la plus importante dans l'histoire des sciences, aujourd'hui, on ne parlerait plus des anciens scientifiques, puisque aujourd'hui, on invente chaque jour des milliers, des dizaines et des centaines de choses nouvelles et importantes. Alors qu'on parle toujours d'Aristote, d'Ibn Haytham, qui finalement n'ont pas inventé
n'ont pas fait un grand nombre d'inventions si on compare à ce qui se passe aujourd'hui. Donc ça, c'est pas du tout le plus important. Les inventions, les avancées particulières, c'est pas le plus important. Le deuxième personnage duquel je voudrais parler, c'est Newton, que tout le monde connaît, donc tout le monde qui a fait un peu de mécanique a dû entendre parler de la loi de la gravitation universelle, que Newton donc a précisé pour la première fois en 1687 dans son livre qui porte le nom de Principes mathématiques de la philosophie naturelle. Newton, dans ce livre, annonce pour la première fois ce qui va être la nouvelle physique. Jusqu'à son époque, la physique était séparée en deux parties distinctes. La physique qui se passe sur Terre et la physique céleste, disons. Il y a une physique de tout ce qui se passe sur Terre, le monde sublunaire, en dessous de l'orbite de la Lune. Il y a une mécanique particulière pour ce monde-là. Le mouvement naturel est un mouvement rectiligne. Quand je lance un morceau de craie, par exemple, ou n'importe quoi, eh bien, il a d'abord une trajectoire rectiligne. C'est comme ça que pensaient les anciens. Ensuite, il va tomber, bon, ça, on peut laisser de côté pour l'instant, mais disons que le mouvement naturel, c'est le mouvement rectiligne. Par contre, du point de vue de ce qui se passe au-delà de l'orbite lunaire, mécanique céleste, mécanique des cieux, le mouvement naturel est un mouvement circulaire. C'est ça le mouvement naturel. Or, donc, Newton, pour la première fois, il va réunir les deux physiques en une seule, en émettant le principe de cette loi de la gravitation universelle. Il montre que finalement, quand je laisse un morceau de craie tomber en chute libre, c'est la même chose que lorsque la Lune tourne autour de la Terre. La Lune ne cesse pas de tomber en fait sur la Terre. Il est attiré par la Terre et il ne cesse pas de tomber. Elle ne tombe pas parce qu'il y a une vitesse initiale, ce qui fait que le mouvement est circulaire. Mais on peut montrer que si on fait des petits déplacements correspondant à des delta t, c'est comme si tout se passait comme si elle tombait sur la Terre d'un certain delta x qu'on peut calculer et qui est conforme à ce que donnerait la chute libre. Alors ça c'est donc l'enseignement qu'on tire quand on nous dit loi de gravitation universelle. Donc nous avons cette loi qui s'énonce que deux corps s'attirent et on peut quantifier cela. Ça c'est la loi de la gravitation universelle. Mais ce que l'on ne sait pas, c'est que derrière tout ça, il y a autre chose. Il ne faut pas croire que cette loi de gravitation universelle a émergé comme ça ou qu'elle a pu s'imposer comme ça, comme elle est aujourd'hui. La loi de la gravitation universelle va ouvrir le champ devant une nouvelle discipline qui est la mécanique analytique plus tard, qui va régner pratiquement en maître absolu sur les domaines de la physique, de la mécanique en particulier, mais de l'ensemble de la physique, jusqu'à pratiquement le 19e siècle. Donc je vais passer un certain nombre de détails que tout le monde connaît sur ce que pouvait réaliser cette mécanique analytique. On pouvait commencer à résoudre de manière très précise l'ensemble des problèmes qui se posaient antérieurement, qu'on ne savait pas vraiment résoudre. Donc on pouvait même prévoir des choses qui vont se passer dans l'avenir, comme la prévision du retour de la comète Halley, par exemple, en 1759, qui s'est réalisée. Et donc tout ça, ça a permis d'ancrer la mécanique analytique dans le domaine scientifique en général et d'en faire la physique par excellence. C'était la mécanique analytique. Au point que Henri Poincaré, donc le mathématicien français très célèbre, va écrire même au début du XXe siècle que la mécanique céleste n'a pas d'autre objet que les vérifications sans cesse approfondies de la loi newtonienne d'attraction. Donc,
sans cesse, on pouvait faire des nouvelles expériences qui permettaient de faire quoi? Donc de vérifier encore une fois les prévisions de la mécanique newtonienne. Mais finalement, cette loi de la gravitation universelle, basée sur une attraction à distance, elle a posé beaucoup de problèmes à l'époque de Newton. C'est la première fois qu'on parle, dans le domaine scientifique, stricto sensu, d'une attraction à distance. Avant, pour déplacer un objet, il fallait le toucher et puis le pousser, littéralement. Maintenant, M. Newton nous dit que deux corps très loin l'un de l'autre s'attirent. Qu'est-ce que c'est que cette force qui agit à distance? Donc on se pose des questions très sérieuses sur ça. Il ne faut pas croire que tout le monde a accepté cette idée. Au contraire, les plus grands scientifiques de l'époque, même Descartes, qui est l'un des plus grands scientifiques de tous les temps et de son époque évidemment, un grand philosophe, il refuse de croire à ça. Donc l'action à distance, c'est de la magie, elle le sait. C'est pas de la science, c'est de la magie, tout ça. Et donc il écrit, il a des écrits très très critiques envers cette nouvelle mécanique proposée par Newton. Il la qualifie de concept pas très scientifique, ce concept d'attraction à distance. Il avance des théories pour expliquer comment les planètes font pour tourner autour du Soleil, mais il n'a pas il ne peut pas les défendre vraiment sérieusement. D'ailleurs, il y a un échange entre lui et Newton. Newton récuse aussi ce que avance Descartes. Finalement, Newton n'a pas d'explication à donner. Pourquoi cette attraction existe? Il n'y a pas de réponse qui puisse satisfaire les esprits de l'époque. En 1693, il écrit que « Je pense qu'il est inconcevable que la matière brute inanimée, sans la médiation d'autre chose qui ne soit pas matérielle, agisse sur une autre matière et l'affecte sans contact mutuel. » Après les multitudes d'attaques qu'il a reçues de part et d'autre, de grands scientifiques de son époque, il affirme, il avoue qu'il n'a aucune explication à proposer, à avancer. La gravitation doit être causée par un agent agissant constamment selon certaines lois, mais que cet agent soit matériel ou immatériel est une question que j'ai laissée au jugement de mes lecteurs. En 1713, il écrit encore « Je n'avance pas d'hypothèse » concernant le même, à l'occasion, je crois, d'une nouvelle édition de son livre. Il écrit une autre préface où il précise que je n'ai pas d'hypothèse concernant cette action à distance. Finalement, donc, la loi de la gravitation universelle, elle est justifiée par quoi? Bon, par sa rigueur, ses confirmations expérimentales. Est-ce que c'est suffisant pour justifier une théorie? Ça pose tout un tas de problèmes auxquels nous devrions nous intéresser. Finalement, on peut poser la question ultime, qu'est-ce qu'on demande à la science? Qu'est-ce qu'on demande à un modèle scientifique, à une théorie scientifique? Est-ce qu'on lui demande de coller à la réalité et de représenter la réalité, toute la réalité? C'est une voie que certains philosophes ont suivie. Est-ce qu'on lui demande simplement de nous permettre de prévoir? C'est ce que finalement nous faisons tous les jours, dans nos laboratoires, dans nos cours. Je prends la loi de la gravitation universelle, je peux poser n'importe quel exercice de mécanique et je le résous avec cette loi et je peux prévoir et je peux aller au laboratoire après, faire des expériences, si c'est un problème simple, et vérifier que c'est bien ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe de sauver les phénomènes. Un principe très très ancien qui remonte peut-être aux philosophes grecs, mais il est peut-être plus ancien. On le retrouve aussi chez les scientifiques et philosophes arabes. حفظ الظواهر حفظها من ماذا؟ حفظها من التناقض لكي لا تتناقض مع الواقع. Sauver les phénomènes donc de la contradiction qu'il y aurait peut-être avec la réalité de tous les jours, avec l'expérience. Donc il faut que le modèle réponde à ça.
Il faut que notre modèle puisse conduire à des prévisions. Ne soit pas en contradiction avec ce que nous observons au laboratoire, ou en faisant une expérience, ou tous les jours en passant. Donc on peut faire voir des phénomènes. Il ne faut pas que ce soit en contradiction avec le modèle. Donc si le modèle nous permet de faire ça, très bien, c'est un modèle scientifique et on l'accepte. Mais nous n'avons aucun moyen de vérifier le modèle. Est-ce qu'il est correct? On peut vérifier le modèle sur un certain nombre d'expériences ou de cas particuliers. Mais ça n'est jamais suffisant pour le déclarer entièrement valide et donc ne comportant aucun défaut, aucune erreur. Ça n'est pas possible. Comme il a été écrit dernièrement dans le domaine de l'hydrodynamique par exemple, un article, « Models cannot be validated ». Les modèles ne peuvent pas être validés. On peut les soumettre à des expériences, à des essais, à des examens, et ils peuvent nous donner des réponses satisfaisantes, mais on ne sera jamais sûr que le modèle est vraiment valable. D'ailleurs, l'histoire de la science nous enseigne que de temps en temps, il y a des nouvelles théories qui mettent en cause les théories précédentes. Or, ces théories précédentes ont été aussi, pendant longtemps, elles ont subi cet examen, ce réexamen, et elles ont pu satisfaire tous ces examens. Donc, qu'est-ce que la science finalement? Est-ce que c'est prévoir, calculer, et ne pas être en contradiction avec ce que nous observons, ou est-ce que c'est autre chose? C'est le bahth an mahiyat al-ashya. C'est une question philosophique. Certains ne veulent pas aller au-delà de ce qu'on peut calculer et donc réaliser dans la pratique. Il ne faut pas se poser de questions philosophiques qui peuvent être considérées comme des questions métaphysiques. Donc tout ça, ce sont des questions ouvertes. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui, c'est vous sensibiliser à un certain nombre de questions et de pratiques autour de la science que nous pratiquons chaque jour dans le laboratoire et nos amphithéâtres et nos classes. Dernière personnalité que je vais évoquer, donc Einstein, donc, que tout le monde connaît. Je ne vais peut-être pas trop m'attarder sur certains détails. Donc le principe de relativité qui est souvent accolé au nom d'Einstein, le plus ancien en fait principe de relativité n'est pas d'Einstein, mais il est de Galilée. Ce principe stipule que donc on ne peut pas distinguer les référentiels, justement appelés galiléens, les uns par rapport aux autres, par des expériences de physique. Toutes les expériences se passent de la même manière dans tous les référentiels. Et donc on ne peut pas les différencier les uns par rapport aux autres. Lorsque vous êtes dans un paquebot ou même dans le train, s'il va à une vitesse constante et uniforme, vous pouvez verser votre café comme si vous étiez dans votre salon. Les deux référentiels sont galiléens. Il n'y a aucune expérience faite à l'intérieur du train qui peut vous dire que le train est en déplacement. Bien sûr, si vous regardez par la fenêtre, vous allez voir. Mais une expérience physique réalisée dans le train qui se déplace à vitesse uniforme, ça n'existe pas. Donc c'est ça le premier principe de relativité. Donc finalement ces référentiels galiléens sont des référentiels relatifs, ils se relatifs les uns par rapport aux autres, et on était à la recherche d'un référentiel absolu par rapport auquel tous ces référentiels sont en déplacement. Parce que dans la mécanique classique, il y a toujours un référentiel absolu et un référentiel relatif, donc en déplacement. Est-ce que ce référentiel absolu existe ? Un référentiel absolu qui serait immuable et à l'intérieur duquel ou par rapport auquel tous ces référentiels galiléens qu'on ne peut pas distinguer sont en déplacement. Donc c'est la recherche, c'est un rêve que la mécanique classique avait et qu'on essayait, les physiciens ont essayé de rechercher, de trouver.
Finalement, à partir de, disons, 18e et même 19e siècle, les physiciens vont ressortir une vieille hypothèse. C'est pour ça que je dis que les anciennes théories, même si elles deviennent obsolètes parfois, elles peuvent ressurgir sous un autre jour. On a été chercher une ancienne hypothèse qui est l'hypothèse de l'éther. Dans la philosophie ancienne, chez les Grecs, les Arabo-musulmans et chez d'autres également, il y avait la théorie des 4 éléments ou même des 5 éléments. Sur Terre, nous avons 4 éléments, la terre, le feu, l'eau et l'air. Et qu'est-ce que j'ai oublié? Le feu, l'air, la terre et l'eau. Voilà, les 4 éléments qui forment tout ce qui se trouve sur Terre. Par contre, dans le ciel, on a un 5e élément qui est l'éther. Eh bien, les physiciens à cette époque-là sont allés chercher cette matière, donc en disant que finalement, le ciel est rempli d'une certaine matière. Cette matière, c'est l'éther, et cet éther est immobile et il forme le référentiel absolu. Et les planètes et tout le reste donc se déplacent dans ce référentiel absolu. Et on pouvait donc montrer que ce référentiel existe si on pouvait réaliser une expérience qui mette justement en relief, qui mette en exergue le déplacement du référentiel terrestre en l'occurrence, puisqu'on faisait les expériences sur Terre, par rapport à cet éther. Cet éther était lié donc au ciel et c'était le milieu dans lequel la lumière se propageait. Ce qui posait un certain nombre de problèmes, puisque la lumière, donc onde, corpuscule, donc il y avait tout ce débat à cette époque que je ne vais pas ressortir. Donc je vais aller directement aux essais qui ont commencé donc au 19e siècle, surtout avec Michelson et Morley, qui ont imaginé une expérience qui pouvait être cruciale pour mesurer la vitesse de la Terre par rapport à cet éther qui était donc supposé être le référentiel absolu. Le dispositif est très simple et on peut le retrouver aujourd'hui dans beaucoup de laboratoires, dans les classes préparatoires, je crois, ou dans certaines écoles d'ingénieurs, ou même peut-être les facultés aussi. L'interféromètre de Michelson, donc il est très simple de conception. Donc on a des rayons lumineux où il y a une différence de marche entre les deux et qui conduisent à des interférences. L'un des rayons est dans le sens de la vitesse de la Terre par rapport donc à cet éther, et l'autre rayon il est perpendiculaire. Et si on appliquait la composition des vitesses de la mécanique classique, on tombait sur un système qui devait conduire à des interférences qui sont des franges, comme vous le savez, obscures et lumineuses. Or, Michelson et Morley ne trouvent pas ce résultat. Malgré toutes les... Michelson d'abord, tout seul, il a essayé de faire ça et il ne trouve pas d'interférence. On pouvait déceler des écarts 100 fois plus petits que l'écart calculé. Mais malgré cela, parce qu'on a pensé à un moment, est-ce que ce n'est pas juste une question de précision ? Donc on a commencé à affiner l'expérience, à faire des choses pour obtenir des résultats un peu plus précis, mais c'était jamais le cas. On n'a jamais observé d'interférence. Ensuite, donc, le résultat est donc toujours négatif, on n'a jamais observé d'interférence. En 1887, Michelson associe Morley à l'expérimentation, et cette année-là, c'est peut-être sous l'impulsion de Morley, Michelson s'avoue finalement défait, entre guillemets, parce que lui, il voulait arriver à déceler ces interférences et donc à mettre en évidence donc le référentiel absolu, mais Morley donc peut-être va le convaincre que ça n'est pas possible, ça n'est pas le cas et qu'il faut se résoudre à dire que le résultat est négatif. Donc ils ont publié ça dans le American Journal of Science en 1887, un article retentissant. C'est ce qui est appelé le résultat négatif de l'expérience de Michelson. Donc c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'histoire des sciences. Après ce constat, commence une histoire très intéressante. Et donc ça, c'est l'un des enseignements aussi de l'histoire des sciences. Pendant tout le 19e siècle, Michelson, ainsi que d'autres
expérimentateurs, d'autres physiciens ont essayé, en faisant et en refaisant la même expérience, ils essayaient d'arriver à un certain résultat. Ils n'y sont pas arrivés, mais ça n'est pas la fin de la science. Au contraire, c'est une ère nouvelle qui va s'ouvrir. On va commencer à essayer d'expliquer ce résultat négatif. Or, comme le dit si bien Poincaré dans un de ses livres, peut-être La valeur de la science, ou je ne me rappelle pas très bien lequel de ces livres, tous très intéressants d'ailleurs, et il dit que les explications sont nombreuses. Donc, toujours face à un phénomène physique, on a plusieurs voies possibles pour expliquer, pour interpréter, pour donner des choses qui puissent décrire cette réalité. Les modèles ne manquent pas. C'est pas ça qui manque. Dans l'explication physique, on peut proposer plusieurs modèles pour expliquer le même phénomène. Par exemple, Michelson propose un modèle où la Terre entraîne l'éther avec elle. L'éther, c'est vrai qu'il est immuable, mais finalement, comme la Terre se déplace dans l'éther, elle l'entraîne avec elle, et on peut faire des petits calculs qui montrent que mais qui peuvent expliquer l'expérience de Michelson, mais finalement, on n'observerait pas l'aberration des étoiles, qui sont très très lointaines et qui ne sont pas concernées par le mouvement de la Terre. Or, celle-ci est mise en évidence depuis plus d'un siècle, ou 2 siècles plutôt. Lorentz et Fitzgerald proposent d'autres explications. Propose des explications qui peuvent rappeler d'une certaine manière ce qu'on connaît maintenant sur la relativité restreinte. Si vous avez fait l'étude de la relativité restreinte, il y a la contraction des longueurs et la dilatation des temps. Donc lui, il propose, avant la relativité restreinte, d'expliquer l'expérience de Michelson en disant que le bras parallèle au mouvement se contracte dans un certain rapport. Par contre, le bras qui est orthogonal au mouvement ne se contracte pas. Ce qui permet de refaire le calcul et de trouver que la différence de marche est nulle et qu'il n'y a pas d'interférence. C'est une explication qui tient, qui explique parfaitement l'expérience de Michelson. Mais cette explication ne tient pas quand on a des bras de longueur très différentes. Aussi, c'est une explication qu'on appelle en histoire des sciences une explication ad hoc. C'est une explication qui ne peut expliquer que le phénomène auquel on s'intéresse particulièrement, mais elle ne permet pas d'établir une théorie plus générale. Que dit Poincaré, qui est très florissant, qui est donc un écrivain, un penseur très important de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Il parle de l'abandon du référentiel absolu. Pour la première fois. Donc c'est une révolution dans l'histoire de la mécanique classique. Elle était bâtie sur l'existence d'un référentiel absolu. Maintenant, donc, il y a l'idée que est-ce qu'on peut abandonner le référentiel absolu? En 1905, il écrit donc l'inertie croissant avec la vitesse de la lumière deviendrait une limite infranchissable, dans son livre La valeur de la science. Il dit aussi cela mènerait à une nouvelle mécanique basée sur des principes nouveaux. Finalement, tous les ingrédients pour produire la nouvelle théorie de relativité restreinte sont là. L'idée de contraction des longueurs, elle est chez Fitzgerald et Lorentz. Abandon du référentiel absolu, voilà que Poincaré le propose. Inertie croissante, la voilà. Cela conduirait à admettre que la vitesse de la lumière est une limite supérieure. Eh bien, nous l'avons tout ça. Nous avons tout ça. Mais nous avons tout ça, remarquez bien, au conditionnel. J'ai bien mis en vert donc le conditionnel. Poincaré, finalement, n'a pas l'audace scientifique de dire « voilà, je propose ça ». Il dit « si on fait ça, eh bien, ça conduirait à ». Tout ça, c'est dans son livre « La valeur de la science » que je vous invite à lire. Un petit livre au format de poche, aujourd'hui réimprimé au format de poche, très intéressant. Celui qui va avoir l'audace de faire ça, c'est qui? Eh bien, c'est Einstein. La même année. La même année,
Poincaré publie son livre La valeur de la science, mais avec toutes les idées au conditionnel. Einstein publie donc son article fondateur de la relativité restreinte, où il propose une nouvelle mécanique. Tout ce qui est chez Poincaré est chez Einstein, mais sans conditionnel. Mais évidemment avec tous les calculs techniques et tous les détails techniques qui sont nécessaires pour fonder cette nouvelle mécanique. Donc c'est finalement cette audace scientifique à franchir et à dire vous avez tort, voilà ce qu'il faut faire. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'audace scientifique et qui peut parfois donc manquer. Voilà, donc je voudrais essayer de conclure. Donc, ces différentes personnalités scientifiques que j'ai essayé d'appréhender, chacun d'un certain côté, nous enseignent beaucoup de choses, comme on l'a vu. Donc, l'importance de l'audace scientifique à être en opposition avec ce qui est entièrement admis. Il ne faut pas toujours être en contradiction, il ne faut pas être en contradiction pour le plaisir de l'être, mais lorsque cela s'avère nécessaire, il faut oser et avoir l'audace d'être en opposition avec les idées reçues, les idées anciennes. Ça nous enseigne aussi comment naissent les théories scientifiques. Finalement, nous pensons qu'un beau jour, Newton était dans son jardin et la pomme est tombée sur sa tête. Il s'est dit, eh bien, tiens, non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a tout un cheminement. Quand on lit le livre de Newton, bon, il y a toutes les théories scientifiques anciennes, et il les utilise pour fabriquer sa propre théorie. Également pour Einstein, c'est encore plus flagrant. Donc Einstein n'a pas inventé sa théorie de la relativité comme ça. Ça n'est pas tombé du ciel, comme on dit en langage courant, et paf, un beau jour, il a eu l'idée. Non. Depuis au moins 25 ans, on discutait de tout ça. Depuis l'échec l'échec entre guillemets de l'expérience de Michelson, on discutait de tout ça et comment expliquer cet échec, on n'arrive pas à mettre en évidence le référentiel absolu. Donc il y avait des idées de ci par là. Lui, il a rassemblé tout ça, il a eu l'audace donc de proposer une nouvelle mécanique. Donc ça n'est jamais comme ça. C'est rare en histoire des sciences de trouver que des idées comme ça tombent entre guillemets du ciel et fondent des théories nouvelles. Il y a également donc le problème théorie-expérience. Faut-il privilégier la théorie, les spéculations théoriques, comme à l'image des anciens, ou l'expérience? Donc ça, c'est une thématique aussi très importante qu'on peut retrouver aujourd'hui dans nos propres laboratoires. Tous les gens donc, qui font de l'expérimentation, ils sont confrontés à ce problème. Donc faire la part de la théorie et de l'expérience, car quand on conçoit une expérience, il ne faut jamais l'oublier, on le fait toujours en utilisant des concepts théoriques. Et donc on conditionne plus ou moins donc l'expérience et parfois aussi l'interprétation de cette expérience. Parfois sans le savoir consciemment, l'expérience est conçue et elle est expliquée donc de manière prédéterminée, on pourrait dire. Donc il faut faire attention à cela. Donc j'ai voulu, à travers cet exposé, donc, vous sensibiliser au problème des modèles et des concepts. On a des modèles, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on demande aux modèles. Est-ce que c'est simplement de prédire et de permettre de faire des calculs, ou au-delà, essayer de comprendre plus à travers des concepts. Finalement, j'ai choisi de faire cet exposé à travers 3 noms, mais c'est l'histoire des concepts qui est plus importante dans l'histoire des sciences. C'est l'évolution des concepts. Toute théorie est conditionnée par les concepts qui existent à une époque donnée. On ne peut pas parler de l'inertie si on n'a pas le concept de vitesse. On peut reprocher aux anciens de ne pas avoir pensé au concept de l'énergie et à d'autres concepts, mais ils n'avaient même pas le concept de vitesse. Donc il faut avoir les bons concepts pour pouvoir proposer des théories et des explications. Donc l'explication scientifique évolue aussi.
Je n'ai pas eu le temps de le faire, mais si on prend la loi de la gravitation universelle, vous voyez que Newton, le père de la théorie de la gravitation, n'a pas proposé. Descartes a proposé une théorie des tourbillons pour faire ça. Après, il y a eu un certain nombre de propositions et on peut finalement s'arrêter à celle d'Einstein, qui, lorsqu'il a développé sa théorie de la relativité générale, il abandonne totalement le concept de force. Donc l'idée initiale, c'était qu'il y avait une force attractive à distance. Chez Einstein, on peut faire exactement la même chose. On peut faire tous les calculs faits par la mécanique newtonienne dans le cadre de la relativité générale sans le concept des forces. Uniquement par des calculs donc dans l'espace-temps, on peut faire tout ça. Donc, est-ce que le concept de force, il est réel ou non réel? Ça pose donc ce problème aussi de ce qu'on peut demander à une théorie scientifique. Est-ce que c'est de représenter la réalité, toute la réalité, ou uniquement de nous permettre de faire des calculs et des prévisions? Et finalement, je suis certain que vous allez partager avec moi cette phrase qu'on ne regarde plus la science avec le même œil lorsqu'on s'intéresse à son histoire. Et je vous remercie. Mille merci à vous, Monsieur Abdelkhaliq Chiddadi, pour votre intervention instructive. On vous applaudit chaleureusement. Merci.